L'UER, on y a été, hein, récemment, hem, avec Salim d'ailleurs et avec Jean-Marc Sabatier qui était avec nous, hein, à Castres le week-end du 13-14 septembre. Alors ça n'a rien à voir, ma chronique n'a rien à voir avec, Castres. L'UER dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'Union européenne de radio-télévision. Alors comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec l'université d'été résistante ou rigolante où tu étais, Amélie, où nous étions en 2023, ni Ouais. rassemblante qui était donc, l'université d'été, l'UER, d'il y a une semaine, d'il y a bientôt 2 semaines. L'UER dont je parle aujourd'hui, c'est celle dont j'ai parlé le lendemain des 25 ans de Nexus à cette manifestation Vigimedia qui a lieu depuis maintenant plusieurs années, organisée en partie par Sylvain Baron qui a lancé le concept, devant les médias pour dénoncer la propagande qu'il nous, prodigue religieusement tous les jours et toutes les semaines et toutes les années depuis bien longtemps. Vous voyez Inda qui est avec moi ici, Sebaï qui, se bat pour récupérer ses enfants et pour dénoncer la protection institutionnalisée de la pédocriminalité. Et me voilà donc en train de parler de l'UER devant l'AFP, l'agence France Presse. C'est la place de la Bourse. Alors l'UER, c'est, d'après le site officiel de l'UER, une institution, une organisation qui a été créée en 1950, le 12 février 1950, un peu après l'OTAN et le Conseil de l'Europe, l'année d'après, qui se dit être la première alliance mondiale de médias de service public. En anglais, ça se dit EBU pour European Broadcasting Union. Alors, de quoi elle se compose cette union, ce consortium des médias publics européens? Elle se compose de 113 médias qui appartiennent à 68 grosses organisations comme France Télévisions, par exemple, c'est l'un des membres, 68 membres, dans 54 pays. Alors, il y a une confusion, parfois on parle de 56 pays, parfois 54. La liste que je vous expose tout à l'heure contient 54 pays, donc vous voyez que ça dépasse le nombre de pays qu'on peut trouver dans l'Europe, alors y compris dans l'Union européenne qui n'en a que 27, mais aussi dans l'Europe géographique qui en a à peu près 50. Selon les décomptes, c'est de 50 à 55, mais en tout cas, il y en a un peu plus parce que vous allez le voir tout à l'heure, les médias publics qui sont dans ce consortium des médias publics de l'Europe sont aussi parfois issus des pays du Maghreb, par exemple. Alors tous ces médias, qui sont tous ensemble dans la grande famille de l'UER, sont associés aussi à d'autres pays, dont des pays d'Afrique, d'Asie, d'Australie et d'Amérique. Il y a 30 médias, ou 30 plutôt 30, 30 membres qui sont également dans les pays voisins et dans les continents voisins. Et toute cette alliance qu'on ne connaît pas, en tout cas moi je ne la connaissais pas, ça fait qu'un mois que j'ai eu connaissance de cette alliance des médias. Tous se consultent et travaillent ensemble pour les événements mondiaux. En particulier, on nous dit sur le site que les membres exploitent près de 2000 chaînes, rien que ça, et services de télévision, de radio également, radio en ligne, et proposent une multitude de contenus sur d'autres plateformes. Donc ça occupe vraiment le terrain des médias. Il n'y a pas que les médias privés qui appartiennent aux milliardaires, il y a aussi ces médias publics qui sont pilotés dans une même grande famille, dans un même grand club. On nous dit aussi qu'il touche un public de plus de 1 milliard de personnes dans le monde en diffusant dans 153 langues. Et enfin, l'UER exploite les services Eurovision et Euroradio. C'est eux qui organisent le concours Eurovision chaque année. C'est pas rien. Et où se situe l'UER, allez-vous me demander? Eh bien, sans grande surprise, en Suisse. Et où en Suisse? Au Grand Saconnet, qui est une commune du canton de Genève. Et donc l'UER est juste en face de Gavy et à côté de l'OMS, à Genève, à côté de chez moi. Voilà, le siège de l'UER. Vous avez l'UER qui est là, à la route 17A de l'ancienne, et Gavy qui est juste de l'autre côté de la rue. Et vous avez l'OMS un peu plus loin, pas loin de l'avenue de la Paix qui vous mène à l'ONU. Voilà. La mission de l'UER officielle. Sur son site toujours, l'UER nous dit qu'il s'efforce d'assurer un avenir durable, donc toujours les mêmes
mots que pour l'agenda 2030. Jean-Jacques, tu en parlais tout à l'heure, les 17 objectifs du développement durable. Donc l'avenir, il doit être durable, donc compatible à l'agenda 2030, aux médias de service public, pour que les médias de service public puissent se développer durablement. Ils nous disent qu'ils fournissent à leurs membres un contenu de classe mondiale. C'est intéressant dans la sémantique, un contenu de classe mondiale. Pourquoi de classe? Alors mondial, on comprend, mais pourquoi on parle du mot classe? Classe, ça fait penser à des castes, ça fait penser à des niveaux, à des hiérarchisations qui vont de l'actualité au sport et à la musique. Donc on couvre tout ce qui est sportif et culturel et artistique avec les programmes de l'UER, qui sont étrangement assez semblables d'un pays à l'autre. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Ils nous disent aussi: nous nous appuyons sur notre éthique fondatrice de solidarité et de coopération pour créer un centre d'apprentissage et de partage. Donc non seulement ils veulent nous distraire et nous cultiver, mais aussi nous apprendre des choses. C'est intéressant. L'historique, pour le retracer en quelques lignes: en 1950, donc 12 février, la création de l'UER, lors d'une conférence au Royaume-Uni, qui est un gros foyer du mondialisme quand même, hein, à Torquay, par les pionniers de la radio et de la télévision en Europe de l'Ouest, sans nous préciser qui sont ces pionniers. Ça serait intéressant d'aller creuser. Première retransmission qui a été effectuée mondialement par toutes les antennes de l'UER, 1953, lors du couronnement d'Élisabeth II, la reine d'Angleterre, le 2 juin 1953, l'année de la création du MK Ultra d'ailleurs, qui est la première retransmission simultanée au Royaume-Uni, en France, en Belgique, en Allemagne de l'Ouest, au Danemark et aux Pays-Bas, ce qui marque les prémices de la naissance du réseau de l'Eurovision effective en 1954. 1954, c'est aussi l'année de la création du groupe Bilderberg. Et puis ensuite, de 1950 à 1960, l'UER s'est élargie à d'autres pays de l'Europe de l'Ouest, comme l'Autriche, l'Espagne, le Portugal, l'Islande, et également, et là on en vient aux pays qui ne sont plus dans l'Europe, mais qui appartiennent quand même à l'UER, la Turquie, la Tunisie, le Maroc, Israël. Et puis en 1993-1993, l'UER fusionne avec l'Organisation internationale de radiodiffusion et de télévision, l'OIRT, qui est l'ancienne union des radiodiffuseurs de l'Europe de l'Est. Donc l'Europe de l'Ouest s'agglomère avec l'Europe de l'Est pour ne former plus qu'une seule entité, l'UER. Et ensuite, on nous dit que dans les années 2000, il y a d'autres pays qui se rajoutent: la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et d'autres États du Caucase. Donc, vous voyez, c'est une grosse entité que cette UER, dont les médias ne parlent jamais d'ailleurs. Alors, les pays qu'on trouve dans l'UER, on a tous les pays de l'Union européenne, on a tous les pays d'Europe, y compris ceux qui sont aussi en Asie. Et on a Israël, on a la Jordanie, on a le Liban, on a la Libye, on parlait de Kadhafi, on parlait de Sarkozy, on a le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, on a l'Égypte. Et on nous dit donc sur le site que pour être membre de l'UER, les organismes de radiodiffusion doivent se trouver dans la zone de radiodiffusion définie par l'UIT. L'UIT, c'est une institution spécialisée de l'ONU, l'Union internationale de télécommunications. Vous vous rappelez, j'avais fait une chronique il y a 1 an et demi ou 2 ans sur les objectifs de l'UIT qui voulaient vraiment connecter le monde, hein. Et puis vous avez 3 pays qui ont été exclus de l'UER entre 2021 et 2022, notamment avec la médiatisation de la guerre en Ukraine: la Biélorussie, la Libye et la Russie. Donc 3 pays beaucoup trop indépendants pour faire partie du grand club, j'imagine, de propagande de l'UER. Maintenant, parlons des chaînes qu'on connaît à l'UER. Alors évidemment, je n'ai pas cité les 113, j'en mets quelques-unes que vous connaissez tous: Arte, BBC en Angleterre, France Télévisions, la RTBF, c'est la radio belge, la radio-télévision belge, publique belge. ARD1, c'est allemand. La RTVE, c'est la télé publique espagnole. La RAI, c'est la télé publique italienne. Et notre bonne vieille SRG SSR, la télé publique suisse. Et vous avez le canal Israeli Public Broadcasting Corporation, qui est la télé publique israélienne, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Il n'y avait pas de place sur l'écran, mais elles sont toutes disponibles sur le site dont je vous donnerai les sources.
Les participants agréés, ça c'est des hôtes, qui sont associés, mais qui ne sont pas nécessairement directement membres. C'est Euronews, TV5 Monde, l'INA, et oui, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui archive tous les documents importants et qui cache certains, qui sont, compromettants, comme, le reportage d'Élise Lucet, sur la pédocriminalité, de la fin des années, 1990. Vous avez d'autres membres, pour ça j'ai mis les 7, on ne les connaît pas forcément. C'est Cellnex, c'est, les télécoms espagnols, Catalunya Music qui est espagnol aussi, la radio, macédonienne et la radio serbe, radio-télévision serbe, la RTV. Maintenant, vous avez aussi d'autres médias dans d'autres pays. On parle de 20 pays. Donc, les autres pays sont l'Australie, le Bangladesh, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, et oui, la Chine, la Corée du Sud, Cuba, États-Unis, Hong Kong, Iran, Japon, Kazakhstan, Malaisie, l'île Maurice, Nouvelle-Zélande, le Népal, l'Oman et la Syrie. Vous avez par exemple le CBC, petit clin d'œil aux Canadiens, avec la télévision canadienne. La CBS, la NBC et la ABC, tout ça, c'est américain. Vous avez la télé chinoise, vous avez la télévision cubaine, vous avez la télévision iranienne, et ce n'en est que quelques-uns parmi les 30 dont il s'agit. Donc tout ça, c'est des médias qui travaillent avec nos télévisions publiques européennes. Qui est à la tête de l'UER? Je lève le suspense, je ne vous fais pas attendre plus. Delphine Ernotte, dont j'ai déjà parlé. Delphine Ernotte, c'est la patronne de France Télévisions depuis 2015. Elle en est à son 3e mandat de 5 ans et elle a été nommée par le CSA, Conseil de l'audiovisuel, qui fait la pluie et le beau temps dans les médias français. Donc elle est en fonction depuis 2021. Conseil de surveillance de l'audiovisuel. La PDG de France Télévisions, ça c'est le Figaro qui nous le dit, est élue à la présidence de l'Union européenne de radio-télévision, que personne ne connaît. Elle disait entre autres, en juillet 2023 à l'Assemblée nationale, le 5 juillet pour être précise, on ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc encore une fois, on a un exemple de l'orientation des informations qui sont diffusées sur ces chaînes, qui nous censurent ou nous diffament, ou même les deux. Toujours la même, Delphine Ernotte, qui a dit lors d'une matinée du syndicat national de publicité télévisuelle le 5 avril de l'année dernière, 2024, elle a dit: «Moi, je crains l'événement qui crée un mouvement de foule», et elle a ajouté que c'était la menace mondiale, qu'elle faisait attention à ce que ces médias ne développent pas, ne provoquent pas le mouvement de foule, qui serait la menace selon elle. Donc elle est bien consciente et consciencieuse afin de garder la bonne populace bien calme. Bon, c'est pas très bien, c'est pas vraiment réussi, mais disons que c'est l'un de ses objectifs et elle le dit. Alors, parmi les rapports de l'UER, j'ai regardé celui-ci qui date d'il y a 2 jours, le 23 septembre 2025, qui parle de la confiance dans les médias, justement, qui est une grosse préoccupation de ces médias qui voient bien qu'ils perdent pied. Et c'est pas parti pour s'arranger. À la page 7 de ce rapport, il est écrit: «Lorsqu'on les interroge sur la confiance dans les médias en tant qu'institution, les Européens ont tendance à se montrer sceptiques». Et oui, ne leur en déplaise. Tout ce qui est sceptique pour eux, c'est l'équivalent de facho, hein. On a bien vu corona-sceptique, covido-sceptique, climato-sceptique, latérérondo-sceptique, ça c'est un des qualificatifs qui m'a été attribué par un journal suisse. Bref, dans la plupart des pays, les médias en tant que tels reçoivent des notes de confiance nettes négatives. On va développer tout ça juste après. Ce qui signifie que plus de la moitié de la population ne leur fait pas confiance. Au moins, ils sont lucides, ces médias. Il est écrit dans ce rapport, toujours à la page 7, que, dans 61 des pays couverts, donc des pays, consultés, les médias reçoivent un score de confiance négatif. Donc c'est vraiment beaucoup plus que la moitié, hein. Le rapport de l'UER nous dit encore, vous voyez la carte de l'Europe avec en vert foncé et en vert clair ceux qui sont plutôt favorables aux médias et qui pensent qu'on peut avoir confiance. Une confiance modérée, hein, parce que ça va jusqu'à 20 et le maximum, c'est 100. Donc c'est une confiance tout à fait modérée. Donc les pays du Nord et les pays un petit peu de l'Est sont plus confiants que les pays de l'Ouest, à part le Portugal qui, lui, fait partie des pays qui ont le plus confiance, comme la Grande-Bretagne, donc le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, la Slovénie, la Hongrie et la Grèce qui sont
tout à fait réticents à avoir confiance dans les médias. Donc nous, on est les plus, méfiants. Alors les pays en gris, c'est les pays qui n'ont pas été interrogés. En général, ce sont des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Bizarrement, la Grande-Bretagne fait partie des pays sondés, alors qu'elle ne fait plus partie de l'Union européenne depuis 5 ans. Mais en tout cas, vous voyez la répartition. Ce qui m'a un peu étonnée, c'est que la Slovaquie, qui est en rose là, entre la Pologne et la Roumanie et la Hongrie, soit dans les confiances médianes, on va dire, qui soit bon, ça reste peu parce que c'est du rose, hein, donc c'est entre -1 et -20, mais ça n'est pas, rouge vif comme, en France, par exemple. Donc ça veut dire qu'ils ont encore une confiance un peu supérieure aux pays qui sont en rouge. Ensuite, on va dans les détails de la confiance dans les médias, dans les gouvernements et dans les parlements. Voilà le petit graphique, le petit, diagramme qu'on peut trouver à la page 7 toujours. Dans le système légal, les pays interrogés sont plutôt confiants, enfin disons, c'est une confiance modérée, mais c'est 19, c'est positif disons. La confiance dans l'Union européenne, EU, est de 11 et puis ensuite on passe dans le négatif. La confiance dans les médias est de -11, la confiance dans les gouvernements nationaux est de -21, la confiance dans les parlements nationaux est de -24 et on touche le fond avec les partis politiques qui sont, décorés d'une confiance de -49. Ce qui est vraiment le bas du bas, c'est la cave, hein. La défiance des peuples augmente drastiquement, nous dit également le baromètre de confiance Edelman de cette année 2025. On en avait parlé, Amélie, dans une des émissions qu'on avait faites ensemble et aussi dans une émission de l'Info en question, je crois. Oui, c'était en 2022, lorsque je parlais du WEF de 2022 et j'avais évoqué cette problématique de la confiance qu'il commençait à soulever au WEF, au Forum économique mondial, comme étant le problème, global le plus important, le fait que la population, le peuple n'ait plus confiance dans ses autorités. Donc ce baromètre a été créé par Richard Edelman, qui a été intronisé au WEF d'ailleurs, et qui nous dit dans celui de cette année, à la page 10, intitulé Peur que les leaders nous mentent tout le temps, que la confiance ou plutôt la, défiance dans les gouvernements, dans les leaders de gouvernement, a atteint 69. Elle était de 58 en 2021, elle est de 69 en 2025. Elle a augmenté de 11 points en 4 ans. Que la confiance dans les leaders des affaires, dans des businessmen et women, dans des hommes d'affaires, dans des gens qui sont puissants, économiquement, elle a aussi augmenté la défiance de 12 points, donc passant de 56 en 2021 à 68 en 2025. Et la confiance dans les journalistes et dans les médias et dans les reporters a augmenté de 11 points, passant de 59 à 70 de défiance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand j'avais parlé de ça en 2022, on était à 50, enfin un peu plus de 50. Donc on était dans ces eaux-là, dans les mêmes eaux que ce que nous dit, ce qu'on nous dit sur 2021. Vous voyez, on a vraiment la défiance n'arrête pas de croître. Ma conclusion, ça c'est une des images que j'ai trouvées dans le rapport simplifié de l'UER 2025. Donc on nous dit: «Plus les citoyens font confiance aux informations des médias, de services publics, moins la société est polarisée». Et moi j'ajoute: «Et plus leurs propriétaires, donc des médias, sont à l'abri de la contestation des peuples», hein. Parce qu'effectivement, s'il y a pas de polarisation, il y a pas de débat, il y a pas de désaccord et tout le monde avale la propagande, avale, la soupe et dans ce cas et pas de révolte en vue, pas de contestation possible. Alors ce que la petite colombe, que nous voyons apparaître sur l'écran ajoute, c'est que l'Union européenne des médias officiels, premier pouvoir et non pas quatrième, comme on pouvait le penser auparavant, de ceux qui veulent nous garder en esclavage, tout comme l'Union européenne, bat de l'aile grave, avec un petit jeu de mots, qui fait du bien, parce que rigoler, ça reste quand même une des solutions, qui est à notre portée et dont on ne va pas se priver. Voilà. Je pense que ils sont bien au courant qu'ils ont perdu la confiance des gens, puis c'est ce qu'ils sont en train de faire, d'essayer de regagner Et la on va de gagner, mais refaire ça ne leur marchera image. pas. Je Ça ne crois pas. remarchera pas. On peut leur dire déjà, sans spoiler la fin: «N'essayez pas, ça ne sert à rien. Vous allez vous enfoncer. Soyez honnêtes, soyez sincères et arrêtez de vous arnaquer». Honnête? Ça, c'est la seule solution, hein. Ouais, je crois pas que c'est possible pour eux. On verra.